beaucoup pour ce témoignage, très très courageux, pour ce livre. Claire, le prénom de la honte, aux éditions Albert Michel. Claire Koch est avec nous, un journaliste, fille d'émigrés turcs. Elle est devenue Claire en 2008. Oui, et vous racontez, bonjour. Vous racontez tout votre parcours et la vie dans les quartiers là où vous avez vécu, à Rennes, dans le quartier Cronenbourg à Strasbourg. Comment ces quartiers ont évolué au fil des années, comment il y a eu le communautarisme qui s'est installé progressivement, on verra. Vous dites qu'il y a un tournant, c'est l'installation des paraboles. Vous dites que ça a changé parce qu'on s'est relié avec son pays d'origine, et ça a été le cas pour vous notamment et votre famille qui est d'origine turque. D'abord, pourquoi vous avez choisi de changer de prénom et de vous appeler après Claire, pourquoi avoir fait cette démarche ? Parce que tout d'abord, c'est une possibilité qu'on vous offre quand vous faites une demande de naturalisation. Et puis, souvent, et je parle vraiment de mon cas personnel, voilà, je pense que parfois, quand on a envie d'être français, on a envie de prendre un prénom français. C'est déjà arrivé sans vouloir me comparer à ces illustres auteurs ou personnages en France, de l'histoire de la France. Ouais. Il y avait Guillaume Apollinaire qui était né à Rome. Sa mère lui avait donné un nom italien, Guglielmo. Et donc, c'est un apatride d'origine russe. Et quand il est devenu français, il a choisi le prénom de Guillaume, ou encore Romain Gary qui s'appelait Roman. C'est vrai. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça en fait. Oui. Et alors pourquoi vous avez voulu aussi adopter la nationalité française, quoi ? Parce que ça a été un moment très fort dans votre parcours, quoi. Alors tout d'abord, contrairement à mes frères, moi je n'étais pas née en France. Ouais. Et souvent sous le ton de la blague, ils me disaient souvent l'immigré. Et en fait, à un moment donné, je me suis quand même, il y a quelque chose à réparer. Je m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais française ou pas. J'étais française, ça allait de soi. Je suis arrivée à l'âge d'un an, j'ai grandi dans cette culture. Pour moi, j'étais française. Mais c'est le regard des autres et souvent, c'était pas fait de manière méchante. Mais ça m'a fait prendre conscience effectivement qu'il fallait que je franchisse le pas, que je répare quelque chose. Ouais. Alors ce livre, c'est un sujet un peu vaste sur l'intégration et sur l'assimilation et sur justement ces familles turques. Je crois qu'il y en a à peu près 200 000 aujourd'hui en France qui viennent sur le territoire français sans réellement s'intégrer et être assimilés. Alors c'est vrai, mais c'est un choix. Oui, alors tout d'abord, la communauté turque, c'est vrai qu'on la connaît pas vraiment. On la connaît à travers son président qui fait beaucoup parler de lui, voilà, Recep Tayyip Erdogan. Et c'est une communauté plutôt discrète en fait. Donc, elle ne s'intègre pas. En tout cas, je vais pas parler de manière générale, mais je vais parler de ma famille, parce que je connais beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés en France en 84, ils étaient très ouverts à la culture française. En plus, ils avaient fui un pays. Ils sont d'une minorité religieuse, ce sont les Alevis, c'est la deuxième croyance en Turquie, et régulièrement brimés par le régime turc, opprimés et par les fanatiques religieux. Donc régulièrement dans les années 80 et encore 90, il y avait des pogroms organisés. Donc ils ont fui ça, et ils se sont réfugiés en France. Et ils étaient très ouverts à la culture française, sans arrière-connotation religieuse, mais on fêtait l'épiphanie, on allait à Noël allumer des cierges à l'église, et en fait ils avaient semé des petites graines comme ça. C'est cette ouverture que moi, petite, en tout cas j'en étais très sensible, j'y étais très sensible. Et puis ensuite, la cité dans laquelle on habitait s'est peu à peu dépeuplée des derniers Français d'origine. Et en fait, il y avait presque plus de références culturelles à la France, puisque les familles qui partaient étaient remplacées par d'autres familles immigrées, et il y avait de plus en plus de Turcs. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a beaucoup de Turcs, il y a plus besoin de parler. Il y a plus besoin ils ont plus besoin de parler français, ils ont plus le besoin, donc ils parlent turc entre eux. Et les commerces qui s'ouvrent, ce sont des commerces turcs. Et oui, ça fait un repli, d'autant plus que les associations d'aide aux immigrés qui s'occupaient de mes parents, que mes parents allaient consulter pour leur démarche administrative notamment, leur disaient mais attendez, vous avez été très mal accueillis, si on vous demande de faire des efforts, c'est que vous avez affaire à des racistes. Donc on les encourageait pas non plus dans leur désir d'intégration. Donc voilà, ils se sont repliés, la parabole est arrivée, Delon, Belmondo, tout ça s'était terminé. Oui, parce que vous étiez, c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous étiez habitué à regarder le journal de 20h classique, les émissions, Anne Sinclair, voilà, c'est ça. Et là, du jour au lendemain, ça c'est au milieu des années
90, c'est ça bascule. Oui. Et vraiment, ça a marqué un coup d'arrêt dans leur apprentissage de la culture française et de la langue française. Donc, ils ne parlent, au bout de 30 ans, ça fait qu'ils parlent très peu français. Oui, c'est ça. Et puis le choix alors de changer de prénom et de prendre cette nationalité française a été mal accueilli par votre famille, mais aussi votre entourage. Absolument. Est-ce que ça vous a surpris déjà? Alors ma famille, je savais qu'ils étaient... tout d'abord, ils voulaient vraiment faire de moi une bonne fille turque, mais turque dans tous les aspects de sa vie. Il y avait déjà des petits signaux qui me faisaient dire qu'ils n'étaient pas très ouverts au fait l'émancipation. Absolument. Déjà, j'étais une fille, donc c'était très compliqué pour eux, contrairement à mes frères qui étaient beaucoup plus libres. Donc tout ça était très pesant. C'était vraiment très dur. D'ailleurs, vous le dites, vous étiez en cours aussi avec l'un de vos frères dans la même classe et qui vous empêchait de parler, qu'il était vraiment, il mettait une pression sur vous en cours. Oui, il se mêlait de tout, de mes amis, des garçons qui venaient me voir pour me dire salut. Ils disaient attention, c'est ma sœur, faut pas lui parler. Donc c'était difficile. Et puis en classe, quand voilà, ça m'arrivait de bavarder un peu comme tout le monde. Du coup, c'était attention, tu vas voir. Mais même votre entourage, qui n'était pas forcément d'origine turque, a été surpris aussi par votre choix. Alors voilà, je vais vous expliquer les deux cas de figure. Donc je venais d'avoir ma carte d'identité française entre les mains. Je ressortais de cette cérémonie de naturalisation. J'arrive chez mes parents et la première chose que mes parents m'ont dit en voyant ma carte et mon prénom français, quoi, Claire, mais c'est quoi ce prénom de merde? La honte. Ça, c'était ma famille. Oui, parce qu'en plus, Claire, ça veut dire... saleté, dans leur dialecte, Zaza, c'est un dialecte parlé dans l'est de la Turquie. Et ça, c'est la réaction de mes parents. Donc, c'était violent. Je ne m'attendais pas à autant de violence. Vraiment, c'était un coup supplémentaire dans toutes les humiliations que j'avais eues avant. Et puis, il y avait mes amis d'origine française. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Et ils m'ont dit, mais... sinon, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as chanté la Marseillaise? Mais évidemment, c'était génial. On était tous en chœur. Oh non, mais ça, on peut pas te faire ça quand même. On peut pas faire ça à des étrangers. Leur faire chanter ce chant violent, raciste. Et là, je me suis dit, non mais... pourquoi ces personnes à qui j'ai envie de ressembler veulent tant me faire dégoûter? Et j'avais l'impression vraiment d'être une résistante. Je me disais, malgré tout, en fait, il n'y avait rien qui, à la base, m'avait encouragée à aller au bout de cette quête d'identité. Et finalement, j'y suis arrivée, j'ai l'impression vraiment d'être une résistante face à tous ces barrages. Ouais, et du coup, vous dites, et vous le racontez, vous insistez beaucoup dans votre livre, vous semblez écœuré parce que vous dénoncez justement comme les bien-pensants, une sorte de bobosphère que vous opposez. Et d'ailleurs, il y a deux clans, la bobosphère d'un côté et la fachosphère de l'autre, quoi. Alors, en tout cas, moi, ceux qui m'ont... Encore une fois, c'était pour faire bien, pour être gentil. On me renvoyait toujours à mes origines. Cette assignation à résidence identitaire perpétuelle, c'est ça qui était terrible. Moi, quand on me posait la question, je disais, voilà, je suis d'origine turque. Point. Je veux dire, je veux pas m'étaler là-dessus. Mais quand régulièrement, tous les jours, on vous dit, oh, alors, qu'est-ce qui se passe en Turquie? Quel temps il fait en Turquie? Qu'est-ce que tu penses de ton président? Je dis, mon président, quoi? Alors, moi, je suis française, je vis en France. Je veux dire, ce qui se passe en Turquie, j'en sais rien. Je suis pas tous les jours en train d'éplucher la presse ou de regarder sur Internet tout ce qui se fait et tout ce qui se passe en Turquie. C'est ça, en fait, cette assignation à résidence identitaire perpétuelle. Ça, c'était dur. Et c'était toujours venant de ces personnes-là qui me disaient, mais il faut être fier de tes origines. Je dis, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Enfin, je veux dire, on peut parler d'autres choses, non? On va pas parler tout le temps de la Turquie quand on se voit. C'est ce qui freine l'intégration, l'assimilation, quoi. Bien sûr, c'est ça le vrai problème, en fait. En fait, l'immigration en soi, si on veut parler de ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'assimilation et l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intégration? Ça veut dire se sentir apaisé, ça veut dire avoir les codes aussi dans le milieu du travail ou avec vos copains, copines, c'est de partager les mêmes références. Je vais vous parler d'une histoire, l'œuf à la coque. J'étais en BEP, en première année de BEP. Alors BEP, je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être pas forcément une réussite, mais pour moi, c'était énorme. C'était le début de mon émancipation. J'allais avoir un métier à la fin de ces 2 années au lycée. Force action commerciale, je crois. Voilà, c'est ça, commerce, oui, je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Et donc... on vous propose un œuf à la coque. Voilà, alors c'est une copine de lycée qui me propose d'aller déjeuner chez elle à midi. Et elle me dit, est-ce que ça te dit qu'on se fasse des œufs à la coque? Je dis... le lapin dans les phares. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dis, j'ai honte, je transpire, j'ai honte, j'ai vraiment honte de ne pas savoir ça. Et elle me dit, mais non, très bienveillante, elle me dit, tu dois sûrement appeler ça autrement. Et effectivement, je me dis, mais la base de la cuisine
française, je la connaissais pas. Bien sûr que je sais ce que c'est un œuf à la coque, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça en France. Et là, je me ressouviens de quand j'étais petite, j'allais aux Elco. Mes parents m'avaient inscrit à l'école turque parce qu'ils voulaient que je garde un lien avec ma culture d'origine, ce qui est très bien, aucun problème. Et en fait, il y avait cette phrase d'Atatürk qu'on prête à Atatürk que notre prof nous répétait souvent. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui est honteux, c'est de ne pas vouloir apprendre. Et donc ça me rassure. Ça revient souvent et ça m'aide. Et pour les Elco, par exemple, quand j'allais à l'école turque le mercredi, au lieu de faire de l'art plastique avec les autres copains de la classe qui eux restaient dans la classe. C'est optionnel, c'est mes parents qui voulaient que j'y aille, et c'est très bien, je leur en veux pas du tout, c'est très bien. On nous apprenait à être fiers des citoyens turcs. Donc il y avait une devise qu'on récitait avant chaque cours. Je suis turc, je suis fier, je suis travailleur. Mais à l'école française, on nous apprenait pas ça. Déjà, l'assimilation et l'intégration et accepter d'intégrer, c'est ça aussi. Oui, ça on va en reparler peut-être dans un second temps, parce que l'éducation, c'est probablement la base de tout. C'est là où on peut réussir cette assimilation. Alors après, dans votre parcours, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu, par exemple, alors c'est pas un mariage forcé, mais presque, c'est un mariage sous la contrainte, quoi. Oui, voilà, c'était la condition. Racontez-nous, alors. Alors, j'étais arrivée à la fac, j'avais 19 ans, puisque j'ai fait un BEP et un bac pro, donc c'est un peu plus long. Mais entre parenthèses, vous avez bénéficié de l'ascenseur social parce que vous vous êtes donné les moyens de ça. J'ai travaillé, bien sûr. Quand j'entends souvent des gens dire mais on a mal accueilli ta famille, et quand mais non t'es victime, mais c'est pas vrai. C'est vrai pour certaines personnes, mais en tout cas dans mon cas c'était pas vrai. Moi j'ai tout arraché à la force de mon travail. Il n'y a que le travail qui paie. Ou alors faut être un génie. Et quand vous êtes un génie, voilà, on vient vous chercher. Et alors pour revenir sur cette histoire de mariage, donc imposé. Alors voilà, j'avais 19 ans et mes parents m'avaient toujours dit si un jour tu as un copain, il faut que tu nous en parles pour que si jamais quelqu'un, ça s'ébruite, les on-dit, machin, si on l'entend, on ne voudrait pas avoir honte, on voudrait pouvoir répondre à ces personnes et leur dire on est au courant, donc régler le problème. Donc j'arrive à la fac, je rencontre un garçon, il se trouve qu'il est d'origine alévi aussi à la fac, étudiant à la fac, et pour mes parents, il cochait toutes les cases, donc quelque part je me disais bon, voilà, c'était vraiment le hasard, mais ça tombait bien, c'était tant mieux, voilà exactement. Ça. Et au bout d'un mois, je le dis à mes parents parce que j'ai peur que quelqu'un nous voit nous tenir la main sur le campus, qu'il le raconte à mes parents. Donc, et là, c'était le début de la fin. En fait, c'était pas vrai quand ils me disaient qu'ils allaient l'accepter, qu'il fallait que je leur dise. Pas du tout. C'était quand est-ce qu'il va venir te demander en mariage ? Quand est-ce qu'il va venir nous demander ta main ? Et ça a duré 4 ans parce que lui voulait finir ses études, ses parents voulaient que lui termine ses études. Et c'était 4 ans d'humiliation, 4 ans. Et vous êtes allé quand même jusqu'au bout, c'est ce que vous racontez, parce que à la fin, je ne sais pas si vous aviez encore envie vraiment de ce mariage. Non, mais j'avais envie de quitter. Lui non plus d'ailleurs. Non plus d'ailleurs, absolument. Il est arrivé, il avait quand même un petit peu trop bu le jour du mariage. Oui. Aujourd'hui, vous en souriez, mais bon. J'en souris, bien sûr, mais sur le coup, c'était très, très difficile, même pour lui, pour dire que les garçons aussi ont une pression. On en parle peut-être un peu moins, mais c'est aussi dur d'être un garçon quand vous avez la pression de toute la famille, toute la communauté. Et c'était mon échappatoire. Voilà, c'était mon émancipation. Le fait d'être marié, l'émancipation. Absolument. Allez, on va continuer dans un instant. Ils m'ont interdit de m'assimiler. Grosso modo, ça correspond en fait à ça. C'est aux éditions Albin Michel. Claire Koch qui est avec nous et vous pouvez nous appeler 0826 300. Le Grand Matin Sud Radio 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h29 ce matin, le petit déjeuner de l'actu, c'est Claire Koch, Claire, le prénom de la honte, ce livre aux éditions Albin Michel. Et pas mal d'appels ce matin, 0826 300 300, avec Catherine qui nous appelle de Marseille. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, merci de me recevoir sur votre radio. Bon, Catherine, alors vous avez entendu l'histoire de Claire, donc qui est arrivée en France, elle avait un an, qui a voulu changer par la suite de prénom et acquérir la nationalité française. Ça n'a pas toujours été bien accepté dans sa famille. Est-ce que vous avez connu un cheminement identique ou pas ? Non, pas du tout. Mais j'ai vécu 3 années en Turquie. Oui, d'accord. Mais on côtoyait surtout des milieux assez aisés, des ambassades, les militaires. Ouais. Donc là, j'ai été surprise parce qu'ils juraient tous par Atatürk. Ouais. Ils avaient, une éducation où ils avaient été dans des écoles françaises, ils parlaient très bien le français. Ils envoyaient leurs enfants en France également faire leurs études.
Et j'ai côtoyé également la population turque, parce que quand je vais dans un pays, j'essaye de m'intégrer, de comprendre un petit peu comment ils vivent. Et j'ai eu à me rendre compte qu'il y a la culture, la coutume, la tradition et la religion qui est très très importante là-bas, avec également des mariages arrangés. Souvent, ils se marient entre cousins, cousines. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont handicapés, on va dire, par la consanguinité. Oui. Bon, peut-être un petit peu moins, ça c'était auparavant quand même, quoi, non? Mais... moi c'était en 97, donc je suis rentrée en 2000. Et j'ai ressenti, parce que j'ai gardé des amis là-bas, j'ai senti qu'il y avait un changement radical, où petit à petit on parle un petit peu moins de Atatürk et on revient à un côté plus nationaliste, avec une montée, de l'islam qui est beaucoup plus dure que moi ce que j'ai connu. Parce que je voyais des filles habillées comme en Europe, à Ankara, où moi j'habitais sur Ankara. Et j'ai entendu dire également qu'il y avait des crimes d'honneur, c'est-à-dire une fille qui avait accouché ou qui avait été déviergée, elle était chassée de la famille, ou alors c'était la famille qui se chargeait de la liquider, parce que c'était l'honneur. Il y en a beaucoup qui se réfugiaient dans des maisons closes, où là il y avait des militaires qui gardaient. On vérifie les cartes d'identité pour ne pas qu'il y ait une famille qui s'infiltre et qui puisse finir le crime d'honneur. Oui. Ce que vous voulez dire par là, Catherine, c'est que il est difficile d'échapper, entre guillemets, à certaines coutumes et à la famille, sans aller dans les détails. Alors, restez avec nous, Claire, sur ce témoignage en fait de Catherine. Alors, ça concerne la Turquie. Moi, j'ai jamais grandi en Turquie, donc je connais pas. J'en ai entendu parler aussi, mais je peux pas me prononcer là-dessus. C'est le cas de la Turquie. Moi, mon livre, il parle plus de l'intégration et de l'assimilation. Comment on fait tous avec tous nos origines multiples et qui sont une vraie richesse. Comment on fait pour trouver l'apaisement en France et pour faire nation? C'est surtout ça la vraie question. Tout le monde est là à revendiquer son milligramme de sang étranger, à le brandir. Et en fait, c'est très bien. Mais moi, par exemple, ce que je veux dire dans mon livre, c'est d'accord, j'ai des origines, mais est-ce que ça fait de moi un citoyen inférieur ou supérieur? En fait, pas du tout. Ça ne fait ni de moi un citoyen supérieur, ni inférieur aux autres. Comment on fait pour faire nation? C'est surtout ça, la vraie question. D'ailleurs, oui, c'est ce que vous décrivez dans votre livre. On a l'impression que vous vous étouffiez avec une forme de carcan identitaire qui était là, un peu comme souffre une partie de la jeunesse issue de cette immigration. Et c'est ça qu'il faut sans doute casser. Bien sûr, je pense qu'on est plusieurs comme ça, parce qu'on est tiraillés. On me disait toujours, j'ai toujours entendu que la double identité, c'est quelque chose de formidable et tout. En fait, tout d'abord, il faut bien différencier l'identité de l'origine. L'identité, c'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. Je suis journaliste, ça fait partie de mon identité. M'appeler Claire, ça faisait partie pour moi du but. Ça fait partie aussi de mon choix d'identité, l'identité que je voulais avoir. Et l'origine, on est avec, contrairement à l'identité, moi, mon origine, je ne vais pas la rejeter, elle est là, elle fait ce que je suis aussi. Donc voilà, et en fait, ce que je dis surtout, c'est qu'on est tiraillé parce qu'en fait, moi, en tout cas pour mon cas, ma famille voulait que je fasse le choix, et le bon choix, c'est-à-dire celui de la Turquie. Et ce que je comprends, puisqu'ils sont turcs et ils avaient envie de transmettre ça à leurs enfants, ça je le conçois parfaitement. En revanche, qu'ils ne respectent pas mon choix d'être française, ça c'est quelque chose qui était très violent et qui est encore très violent, parce qu'il y a eu mon prénom, qui est honteux pour eux, et puis après j'ai épousé un Français d'origine, et là ils ont coupé les ponts totalement, ils m'ont rejeté, c'est eux qui m'ont rejeté. C'est ça qui est difficile en fait à. Et est-ce que vous pensez que Claire, que pour une partie de la jeunesse aujourd'hui issue de l'immigration, mais parfois de plusieurs générations, et qui revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, à ses origines, est-ce que c'est parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est l'éducation, c'est cette intégration, assimilation, c'est le système, c'est la famille en fait aussi qui tire? En fait, c'est un peu tout. Donc, tout d'abord, bien sûr, je ne vais pas reprocher à mes parents d'être turcs. C'est très bien, eux, ils font leur devoir. Mais derrière, quand vous avez des associations d'aide aux immigrés qui leur disent « vous êtes victime, vous avez été mal accueillis », quand on leur dit à longueur de temps « ne changez pas, c'est très bien, restez comme vous êtes ». Ensuite, quand on dit ça à vos parents à l'école, qu'on ne vous apprenne pas la belle et grande histoire de France, mais qu'on noircit toujours le tableau et qu'on parle toujours des choses négatives. Moi, je ne dis pas que la France, elle est magnifique et tout est parfait. Bien sûr, il y
y a eu des erreurs, mais elle répare aussi ses erreurs, la France. Donc il faut voir. Vous voyez, ce qui m'a aussi sauvée quelque part, c'est que en étant élevée comme une étrangère, moi j'ai choisi les belles choses que j'avais envie de voir de la France. Et c'est pas en regardant dans le rétro qu'on avance. Voilà. Mes parents, leur histoire, c'est leur histoire. Elle est triste, ils sont arrivés dans des conditions pas faciles, je comprends. Mais après, moi, j'écris mon histoire, j'avance, j'aurais voulu qu'ils m'accompagnent, j'aurais voulu qu'ils m'encouragent comme tout bon parent. Et à l'école, voilà, on vous apprend pas ce que c'est qu'être un citoyen français, on ne vous apprend pas la devise, on ne vous l'explique pas, la Marseillaise, on ne vous l'explique pas. Oui, vous dites d'ailleurs qu'il faudrait remettre la Marseillaise dans les préaux. Oui, moi je trouve que c'est quelque chose cette merveilleuse Marseillaise, elle ne sonne que dans des moments tragiques. On ne l'entend que là, ou dans les stades de foot, et souvent pour les grands événements. Voilà. Pourquoi elle ne se reviendrait pas? Voilà, c'est une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, moi je trouve que c'est génial. Moi, quand j'allais dans les Elcos, on chantait l'hymne national turc. En fait, ça rapprochait. Donc, c'est pas des mauvaises notions. En fait, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que quand on arrive sur le territoire français, il faudrait que tout le monde parle français, un minimum? Moi, je pense que vous dites que vos parents parlaient. Il y a une scène où votre papa cherchait du travail et vous étiez là pour faire le go-between entre les deux, et il disait mais je comprends pas qu'il m'emploie pas, on pourrait parler avec les mains. Bah non en fait. Bah non, voilà, c'est ça. Et bah oui, ce serait bien. En fait, vous savez, il y a des intellectuels, un réseau de professeurs qui avaient milité il y a quelques années pour que la langue française ne soit plus un critère pour l'obtention de la nationalité française. Ce que je comprends pas, c'est que je me dis mais waouh, donc on va construire un pays où personne ne parle la même langue. C'est plus la France, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comme si c'était mal. Est-ce que c'est mal d'être français? Est-ce que c'est mal de parler français? Moi, j'ai subi ce regard tout le temps, ce jugement, comme si c'était mal d'être français. Genre, moi, je suis super contente d'avoir des origines. Je suis fière de mes origines, mais je suis fière d'être française aussi. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Claire Koch, que dans le quartier dans lequel vous étiez, d'abord à Rennes et ensuite à Strasbourg, où vous avez dit que progressivement, il y en a qui ont quitté en fait le quartier, et que les filles, des familles, surtout. Oui, les filles, et puis qu'on s'est recroquevillé sur les familles ou sur des origines, des gens en fait d'origine. Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup en fait des jeunes quand même voudraient faire exploser en fait tout ça, et que ça viendra de cette jeunesse? Moi, je pense que effectivement, je suis pas seule. Parce qu'elle est perdue un peu cette jeunesse. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir subi tout ça. Et je reçois des témoignages de jeunes issus de l'immigration qui disent j'ai été confrontée à la même chose. Ça me fait plaisir de voir que je suis pas seule. Je pensais que j'étais tout seul ou toute seule. J'ai eu des garçons et des filles. Je pense en fait que effectivement vous voyez, c'est une vérité qui dérange quand on dit qu'on est reconnaissant envers la France ou qu'on est tiraillé, qu'on aimerait faire nos propres choix. Et c'est ça peut-être. Oui, en tout cas j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire, voilà, qu'on peut faire nation tous ensemble avec toutes nos origines. Et c'est le contraire du multiculturalisme. C'est ça que je veux dire. On nous parle tout le temps du multiculturalisme sans trop savoir ce que c'est. En fait, en réalité, c'est quoi le multiculturalisme? C'est que chaque communauté reste dans son coin sans se mélanger. Alors que la France, c'est tout l'inverse. Vous voyez, vous pouvez venir des 4 coins du monde et pour peu que vous épousez les valeurs françaises, vous devenez français. Qu'est-ce que c'est formidable. C'est ça le métissage. C'est formidable. Ah, bien sûr. 0826 300 300 qui nous appelle. Merci Samy. À Catherine de Marseille qui était tout à l'heure et qui voulait insister aussi sur l'intégration. Évidemment, la question de l'éducation est centrale. Et primordiale. Bien sûr, Samy est avec nous. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Oui, bonjour, merci de donner la parole. Avec plaisir. Moi, j'aimerais interagir concernant la dame qui est la journaliste. Claire. Par rapport à cette question, Madame Claire. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec elle parce que je suis aussi d'origine étrangère. J'ai changé donc, j'ai demandé à être naturalisé français. On m'a aussi demandé à changer mon prénom français. Oui. Chose que j'ai refusé parce que c'est pas parce qu'on doit s'assimiler à un pays qu'on doit changer de c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Elle dit que c'est un choix personnel. C'est mon choix personnel. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Oui. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Heureusement que tout le monde ne doit pas faire ça. Mais bon, pour moi, c'est pas. Pour moi, il n'y a rien qui justifie ça, quoi. Moi aussi, j'aime beaucoup la France. J'ai connu, je vais pas raconter mon histoire parce qu'on n'a pas le temps et c'est long. Et puis il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de problèmes. Et dès qu'on arrive en France, on a beaucoup de droits, on a beaucoup c'est beau, c'est un beau pays la France. Je le dis franchement, moi je suis très fier d'être français maintenant, mais vraiment fier de mon cœur parce que j'ai choisi d'être français, mais je changerai jamais mon prénom. J'ai pas besoin de changer mon prénom. Au contraire, parce que changer de prénom, c'est renier un petit peu ses origines.
Vous voyez, pas du tout. Alors ça, elle va vous expliquer. Restez avec nous, Samy. Pourquoi? Elle l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Bien sûr. Votre prénom qui était Chidem. Alors, ça ne veut absolument pas dire que je renie mes origines. C'est ce que je dis. Les origines, on est avec. Et ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, c'est aussi parce que ça vient de mes origines, ce que mes parents m'ont transmis. Mes frères, par exemple, eux, ils ont gardé leur prénom. C'est leur choix personnel. Et moi, c'est mon choix personnel. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Encore une fois, c'est mon témoignage, c'est mon histoire, c'est mon choix personnel. Question tabou peut-être à Claire et puis à vous, Samy. Peut-être que certains veulent changer aussi leur prénom pour réussir à trouver en fait du travail, à être mieux intégrés, parce qu'on sait qu'il y a toujours malheureusement de la discrimination et des blocages en fait avec les prénoms, quoi. Samy, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi, franchement. Alors ça pareil, je vais pas aussi vous raconter ma vie. Moi, j'ai connu la discrimination. J'ai connu encore une fois la discrimination en France, et ça m'a poussé à créer ma société. Je me suis mis à mon compte. Et j'ai gardé mon prénom. J'ai pas changé. Et je vous assure, la discrimination, elle est là. Et on la voit même pas parfois. Mais c'est à nous de travailler dur et de s'intégrer et de montrer qu'on peut réussir en étant nous-mêmes. Absolument, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. Oui, mais Samy, le fait d'être une fille plutôt, parfois, est-ce que ça change pas les choses quand la pression de la famille est là? Est-ce qu'on n'a pas envie de s'émanciper, d'aller un petit peu plus loin? Encore plus que quand on est un garçon. Ça, c'est vrai, mais je suis pas une fille, donc... Non, mais alors, bien sûr, la discrimination, ça existe. Ce serait mensonger de cacher ça, de couvrir ça. Bien sûr que ça existe. Mais moi, personnellement, encore je parle de mon histoire. J'ai écrit un livre, je parle de mon histoire. Moi, j'ai pas été confrontée à ça. Est-ce que l'assimilation républicaine est encore vraiment possible, malgré justement... Oui, j'ai envie d'y croire, parce que je pense vraiment que ces valeurs saines, elles peuvent encore être transmises, ces valeurs d'appartenance à un pays. Vous voyez, les attentats du 13 novembre, moi, c'est ça qui a scellé, qui m'a... Qui a renforcé mon sentiment d'appartenance à la France. J'ai vu cette jeunesse et je me suis reconnue, cette jeunesse se faire tuer. Je me suis dit... tout est remonté, c'est là vraiment que ça s'est exprimé vraiment à l'extérieur. Jusque-là, j'avais jamais parlé de la France, de la fierté d'être française. Je gardais ça pour moi. Et d'ailleurs, je travaillais dans une rédaction à ce moment-là et je me souviens que j'étais arrivée en conférence de rédaction et tout le monde avait besoin de parler et moi, j'ai dit, j'ai accroché un drapeau français à ma fenêtre. Vous voyez, ça m'émeut encore. Et la réaction que j'ai eue de la part d'une personne de l'équipe, c'est mais arrête avec ça. Ah non, c'est pas un bon sentiment, la fierté d'être français. Fierté d'être français de quoi? Je me suis dit, mais même dans ces moments-là, mais il n'y a pas d'unité nationale. Non. C'est quand même incroyable. Par exemple, moi, je compare toujours à la Turquie, que j'aime, mais il y a un sentiment incroyable. Ils sont fiers. Et aujourd'hui, vous voyez, il faut comprendre ça aussi. Si aujourd'hui, il y a une partie des Turcs, des citoyens turcs, qui admirent leur président, c'est parce qu'il les rend fiers. Et ça, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la situation. Donc, malgré cette fracture, on terminera là-dessus et sur une note d'optimisme, parce que votre livre est très dur, honnêtement, effectivement, sur la situation. Mais non, mais c'est sur la vie, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais il y a quand même, ce qui est assez remarquable, c'est que vous restez optimiste dans les dernières pages. D'abord, c'est un livre, c'est un témoignage d'amour à la France et d'amour à cette jeunesse qui a tout pour construire un pays. Tous ensemble. Donc en fait, c'est ça surtout le message de ce livre. Et le message, c'est de se dire que ça se joue aussi en ce moment, peut-être. Absolument, et j'y crois vraiment. Et surtout, ce que je voulais dire aussi à travers ce livre, c'est comment est-il possible de grandir en France ou de naître pour certains, donc d'être français, dès la naissance, et d'être élevés comme des étrangers dans leur propre pays. Merci Claire Koch. Claire, le prénom de la honte, ils m'ont interdit de m'assimiler, aux éditions Albin Michel. C'est touchant, poignant, bouleversant, et vous gardez en fait, ça c'est remarquable, l'optimisme justement pour l'avenir, et on a heureusement besoin de croire en fait aussi